Voilà, donc là, on vous entend très bien. Excellent. Excellent. Voilà, donc je vous disais que comme vous y connaissez en économie, j'aimerais la première question pour nous introduire dans le débat. Comment se porte l'économie du Sénégal, même si je connais votre réponse déjà. Alors, merci beaucoup. L'économie du Sénégal se caractérise par trois éléments, hein, si je veux vous aider à avoir une idée précise. C'est que premièrement, l'activité économique n'a pas fait reculer la pauvreté. Hein. La pauvreté est toujours à 46,7. Donc voilà un premier élément parce que l'économie, c'est la création de richesses et on se rend compte qu'aujourd'hui, malgré une activité économique sur ces 8 dernières années, nous sommes toujours à un taux de pauvreté qui tourne à 46,7. Deuxième élément, c'est la situation budgétaire qui est liée au fait qu'on n'arrive pas à créer de la richesse. C'est qu'aujourd'hui, le pays est en tension de trésorerie. Ça veut dire que les recettes ne parviennent pas à couvrir tous les engagements de l'État. Alors, il y a une baisse de la création de richesses, il y a une mauvaise gestion des dépenses et il y a un endettement qui est très élevé. Si vous combinez tout cela, vous comprendrez aisément pourquoi aujourd'hui la pauvreté n'a pas reculé. Vous comprendrez pourquoi le gouvernement n'arrive pas à ne payer ne serait-ce que la dette intérieure, hein, qui est l'argent qu'on doit aux entreprises à l'intérieur du pays. Et tous ces éléments-là sont la preuve que l'économie n'avance pas. Mais en même temps, on va vous dire, on a fait un taux de croissance de 6%. Tout à fait. C'est ça qu'on va vous dire. Maintenant, pour comprendre pourquoi ce taux de croissance ne sert à rien, il faut déjà savoir que sur 8 entreprises au Sénégal, sur 10 entreprises plutôt, les 8 appartiennent à des étrangers. L'économie sénégalaise est dominée par les entreprises étrangères. Et en économie, il y a ce qu'on appelle le produit intérieur brut, qui est l'ensemble des richesses qui sont réalisées à l'intérieur du pays. Mais il y a le produit national brut. Et les entreprises qui font de la richesse, qui à la fin de l'année font des bénéfices, ils font ce qu'on appelle un rapatriement des capitaux. Donc la richesse ne reste pas. Donc voilà pourquoi quand vous entendez des taux de croissance extraordinaires dans nos pays, malheureusement, les gens n'en profitent pas parce que nous ne sommes pas en train de bâtir notre propre tissu économique pour que la richesse créée reste. Mais on est en train de créer de la richesse et cette richesse est captée par les entreprises étrangères. Ce qui a accéléré tout cela, et je terminerai sur ce point, c'est que depuis que le gouvernement de Macky Sall est là, nous avons toujours une structure budgétaire qui utilise 94% des recettes pour le personnel, le fonctionnement et payer la dette. Et nous avons chaque année près de 1000 milliards qui sont empruntés, qui sont prêtés à des entreprises pour réaliser des travaux et à travers particulièrement des offres spontanées de 50 milliards et plus et d'autres projets. Et tout cet endettement-là est capté par les entreprises étrangères. Donc vous comprendrez que depuis que le gouvernement est là, c'est 4 000 milliards qu'on a injectés dans l'économie. Ces 4 000 milliards ont été captés essentiellement par les entreprises étrangères. Donc vous comprendrez pourquoi on quitte 3% pour aller à 6%. Mais vous comprendrez toujours pourquoi la pauvreté n'a pas reculé, à 46,7. Vous comprendrez que quand vous empruntez 4 000 milliards, votre service de la dette passe de 300 milliards à 800 milliards. Vous fonctionnez avec 252 milliards en plus. Votre personnel augmente de 300 milliards en plus. Si vous additionnez l'augmentation du paiement de la dette, 510 milliards, le fonctionnement 252 et le personnel 300 milliards, vous l'additionnez de 2012 à 2008, c'est 1000 milliards qui ont augmenté dans le fonctionnement du Sénégal. Eh bien, 1000 milliards, c'est l'équivalent de la hausse des recettes de 2012 à 2018. En 2012, les recettes étaient à 1417. On espère que ça va passer à 2500. Si vous faites la différence, c'est 1000 milliards. Donc vous comprendrez que nous avons un gouvernement qui n'aide pas les Sénégalais à créer de la richesse.
dont le coût de fonctionnement est à la hauteur de la création de richesses, et ils s'endettent pour donner aux entreprises étrangères et le taux de croissance n'est pas ressenti. Voilà la situation du pays. D'accord. Donc, à vous écouter, rien ne va au pays, bien sûr, sur le plan de l'économie. Et moi, j'ai comme l'impression que vous faites une sorte de fixation sur le président Macky Sall. C'est vrai que quand je regarde votre parcours, je suis vraiment en admiration. Voilà. Mais excusez-moi de vous le dire, je ne suis nullement subjugué par votre CV, car le Sénégal a connu de grands économistes et le peuple du Sénégal ne cesse de souffrir. Juste, voilà, pour le début de l'indépendance en nos jours, on a connu quand même Moussa Touré, vous êtes un économiste, vous devez le connaître. Absolument. On a connu Mamadou Seck, Abdoulaye Diop, Mamadou Lamine Loum, Amadou Ba, aujourd'hui, pour ne citer que ces gens-là. Et quand même, le Sénégal a toujours ce gap qui nous sépare justement de ces pays occidentaux. Et vous parlez des 1000 milliards. Est-ce que justement, ce n'est pas un signe que le plan Sénégal émergent vient de nous montrer? Alors, vous avez cité de grands économistes pour qui j'ai tous beaucoup de respect, particulièrement Mamadou Lamine Loum, qui, il y a 6 mois, a confirmé ce que moi j'avais dit il y a 1 an, que le pays était en faillite technique et que personne ne voulait m'écouter. Quand j'ai écrit un article sur Dakaractu, après avoir analysé les ratios financiers du Sénégal, j'avais prévenu. Et il a fallu que Mamadou Lamine Loum confirme, que FMI et Banque mondiale confirment pour qu'enfin que les gens reconnaissent que le pays est en tension. Maintenant, moi dans votre question, vous avez cité des personnes pour dire qu'ils ont été là, malgré ça, le Sénégal n'avance pas. On est toujours dans cette logique de penser qu'un pays se développe parce qu'on a quelques bons économistes. Ce qui est une approche qui est totalement fausse. Ce qui fait avancer un pays, ce ne sont pas quelques grands économistes, c'est une économie. C'est quand les agriculteurs arrivent à vivre de ce qu'ils font, c'est quand les pêcheurs arrivent à vivre de ce qu'ils font, c'est quand on réussit l'industrialisation. C'est quand le gouvernement n'utilise pas 90% des recettes pour fonctionner, mais utilise au moins 50% des richesses pour réinvestir dans l'éducation, la santé, la sécurité. Parce que ce sont les Sénégalais qui créent la richesse, ce n'est pas quelques hommes. Encore une fois, on a besoin d'institutions fortes, on a besoin de bâtir une économie. On ne doit pas être là dans la logique de rechercher des personnes. On ne doit pas se focaliser sur Macky Sall. En même temps, on ne doit pas se focaliser sur quelques messies de l'économie. C'est une approche que moi je n'ai pas. Ce que je considère important, c'est que nous avons des bras et des cerveaux, nous avons des ressources qui nous font bâtir les bases défensives de notre économie. C'est ça dont il est question. D'accord. Mais aujourd'hui, quand on vous écoute, parce que voilà, j'ai préparé l'émission, je vous ai lu, je vous ai écouté, etc. Je vous entends parler donc de mettre un coup d'arrêt à la croissance exponentielle de la dette. Donc je vous cite, il faut arrêter la croissance donc de cette dette, il faut augmenter les recettes, il faut de la justice au Sénégal, il faut protéger l'environnement, il faut une planification spéciale, il faut, et vous nous dites jamais comment. Vous êtes un économiste, dites-nous comment sortir de ce gouffre. Absolument, pourtant je dis comment. Vous savez, un budget, c'est des recettes et c'est des emprunts. Le danger de l'emprunt, c'est que si vous empruntez 1000 milliards que vous devez payer en 10 ans par exemple, 100 milliards, vous devez payer 100 milliards chaque année, 100 milliards vont venir réduire les recettes. Parce que vous devez payer ce que vous avez emprunté. Maintenant, moi je vais juste vous proposer et vous donner ce qui a déjà été fait dans ce pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le prochain gouvernement qui arrive devra limiter les dépenses. C'est-à-dire que si vous arrivez et que vous trouvez qu'actuellement on paye tant de milliards en personnel, tant de milliards en fonctionnement et tant de milliards en dette, il faut éviter d'augmenter le fonctionnement du pays. Parce qu'on est déjà à 94% des recettes pour le personnel, le fonctionnement et la dette. Et il faut aussi se concentrer, au même temps où on bloque les dépenses, il faut se concentrer sur ce que je disais tout à l'heure, sur l'entreprise sénégalaise, sur l'entrepreneur sénégalais.
Je vais vous donner un exemple. De 2001 à 2008, les Sénégalais ont fait passer les recettes de l'État de 550 milliards à 1137. Ça dit que sur 8 ans, les Sénégalais ont été capables de doubler les recettes de ce pays. Et de 2012 à 2019, nous n'avons pas été capables de doubler les recettes. Les recettes ont augmenté de environ 50 à 60%. Donc, ce qui veut dire que quand on a un État qui a comme priorité la sécurité, la santé et l'éducation, qui propose un bon aménagement du cadre de vie et du milieu de vie, et qui se concentre sur l'entreprise sénégalaise et l'entrepreneur sénégalais, on permet aux populations de créer eux-mêmes leurs conditions de vie et de créer de la richesse. Pour sortir le pays de cette situation, il faut bloquer les dépenses, permettre aux Sénégalais de mieux travailler, de mieux produire, comme nous l'avons fait de 2000 à 2008, doubler les recettes dans les 10 prochaines années, parce que c'est le meilleur indicateur de l'activité économique. Donc vous, si vous êtes en France, vous ne serez jamais un gilet jaune. Parce que nous, ici, on se bat pour éviter l'augmentation, justement, de nos impôts, de nos taxes. Et vous voulez aller encore chercher dans la poche des Sénégalais qui sont pauvres, c'est ça? Absolument pas. Vous n'avez pas compris. Vous savez, quand vous dites les recettes vont amener plus, ce n'est pas augmenter le pourcentage, mais c'est permettre la création d'entrepreneurs, la création d'entreprises. Vous pouvez garder le même taux d'imposition sur les bénéfices, sur les salaires et sur les transactions. Mais quand vous mettez en place les dispositifs qui permettent la création de richesses, je vais vous donner un exemple simple. Le président Macky Sall a pris 1600 milliards pour le mettre dans un train de 50 km plus 50 km de trajet, et on va lui livrer 15 trains environ, 15-17 trains. Vous allez en Afrique du Sud, ils ont pris 2400 milliards, mais ils n'ont pas été acheter des trains. Ils ont dit à Alstom, vous venez installer une usine chez nous, nous allons être propriétaires de 50% des actions, et sur 30 ans, vous allez nous produire près de 400 trains, et vous allez faire le maillage de tout le territoire de l'Afrique du Sud. Vous me direz que le Sénégal n'a pas la taille de l'Afrique du Sud. Mais c'est là que je vous dirais qu'en tant que corne de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal doit avoir une vision qui doit aller vers la Mauritanie, le Burkina, le Mali. Donc si nous avions une approche qui nous permet de mettre en place une entreprise ferroviaire dans une logique d'aller chercher des emplois et de capter les dividendes, là vous voyez qu'on crée de la richesse sans pour autant augmenter les impôts. Donc quand je parle économie, quand je parle recette, je parle d'activité économique, je parle de volume. Si nous permettons aux Sénégalais d'être des entrepreneurs, si nous accompagnons les hommes d'affaires sénégalais, qu'est-ce que dit le président Macky Sall à chaque fois qu'on lui dit oui, le secteur privé national, qu'est-ce qu'il dit? Le secteur privé national n'est pas fort, ils sont pas bons, on va leur donner des miettes. Alors que quand Macron se déplace, il est accompagné par le service, par les leaders économiques de la France. Pourquoi Macky Sall n'est pas aux côtés de l'agriculteur sénégalais? Je vous donne un exemple encore. Les agriculteurs sénégalais, grâce à la pluviométrie, ont produit près de 500 000 tonnes. On est passé de 700, 600 vers plus d'1 million de tonnes. Si le gouvernement avait compris et avait mis en place une politique d'industrialisation et de diversification des produits pouvant provenir de l'arachide, aujourd'hui on ne serait pas dans une situation où les agriculteurs ont produit plus, mais ils ont vendu moins. Aujourd'hui, la valeur de l'arachide a chuté parce que les cultivateurs ont bien travaillé. C'est quand même extraordinaire. Aujourd'hui, Macky Sall va en Mauritanie pour négocier des licences de pêche. Pourquoi on négocie de l'emploi pour des Sénégalais en Mauritanie? Parce que les Mauritaniens ont investi dans l'industrie de la farine de poisson. Pourquoi les gendarmes mauritaniens maintenant protègent la frontière au niveau de Saint-Louis et ne veulent plus que les pêcheurs sénégalais viennent prendre le poisson pour le ramener? Parce qu'ils savent qu'ils ont une industrie. Ils ont besoin de matières premières. Si nous avions réussi l'industrialisation des produits de la pêche,
Si nous avions réussi l'industrialisation des produits de l'arachide, si nous avions réussi la disponibilité de l'eau pour les animaux, on aurait plus de lait, plus de viande, on aurait plus d'emplois, les licences de pêche, on n'aurait pas besoin de prendre nos fils de Guet-Ndar pour les amener à Saint-Louis, en Mauritanie, pour qu'ils travaillent et qu'on leur demande de déverser la totalité de leur pêche en Mauritanie et de rentrer au Sénégal avec des maigres salaires. Vous comprenez, quand on échoue sur notre capacité à faire le lien entre le secteur primaire et le secteur industriel, qui sont comme les deux jambes d'un être humain. Le primaire et le secteur secondaire et le secteur primaire sont comme les deux jambes d'un humain. Si vous produisez et que vous ne transformez pas, la production va inonder le marché, la valeur de ces biens va chuter et l'année prochaine, les gens n'auront plus envie de produire de l'arachide parce qu'ils savent que la valeur ne vaut plus rien. Je vous donne le même exemple au niveau de la pomme de terre. On allait chez les Indiens venir au Sénégal, produire des pommes de terre et on leur a permis d'avoir des moyens de conserver leurs pommes de terre. Si vous êtes capable de conserver votre pomme de terre pendant 1 an, vous êtes capable de maintenir un prix bas de la pomme de terre sur 12 mois. Alors que le producteur sénégalais, lui, n'a pas les moyens de conserver. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il produit et puis il vend au plus bas prix parce qu'il sait que ces produits ne peuvent pas être conservés. Le résultat, c'est quoi? L'année prochaine, tous ceux qui s'étaient mis à produire ce produit-là ne le feront plus parce qu'ils ne peuvent pas le conserver. Et les Indiens sont plus forts sur le marché parce qu'ils ont un produit conservé pendant plusieurs mois. Le Macky Sall n'est pas aux côtés de l'homme d'affaires sénégalais, de l'entrepreneur sénégalais. Un gouvernement a comme mission de permettre la croissance de l'activité économique. Si vous travaillez en 10 ans, au lieu de 5 entrepreneurs, vous en avez 10, même si vous prélevez toujours 18% des bénéfices, vous venez de doubler vos recettes tout en n'ayant pas touché au pourcentage de prélèvement. Et encore, si vous parvenez à doubler vos recettes, vous allez pouvoir quitter 18 pour aller vers 16% au niveau de l'Afrique de l'Ouest pour être encore plus compétitif. Donc vous voyez que moi je parle en termes de volume, je ne parle pas en termes d'augmenter le pourcentage. D'accord. Donc là où vraiment nos économistes, je vais dire, pratiquement ont échoué, tous ces grands noms que je vous ai cités, j'espère qu'en tout cas cette génération que vous incarnez, vous arriverez tout simplement à nous propulser vers des lendemains meilleurs sur le plan économique. J'en profite justement pour faire une dédicace à tous nos amis Saint-Louisiens, sama mbokk Ndar yëpp maa ngi leen di dédicacer notamment ñoom Nafi Dieye parce qu'ils sont aussi à l'écoute et puis certainement un jour on fera une émission aussi spéciale sur la langue de Barbarie et même le maire de Saint-Louis que j'ai entendu Mansour Faye, il a dit que Saint-Louis a la chance de m'avoir comme maire. Donc ça après yéen di ngeen ci mën waxtaan. En tout cas yéen Nafi donc palax yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu. Voilà, donc pour revenir justement avec notre invité, nous sommes donc avec monsieur Moussa Balla Fofana qui est un banquier d'affaires, directeur de financement entreprise à la Banque nationale du Canada. Donc, monsieur Balla Moussa Fofana, si je vous écoute, donc finalement, le plan Sénégal émergent, ce n'est pas tout simplement, ce n'est pas du tout un levier économique pour le Sénégal. Mais écoutez, le plan Sénégal émergent est un plan déjà qui est venu en retard. Vous savez, quand vous prenez les règles d'un pays et que vous restez 2 ans avant de proposer un plan, c'est que vous avez un problème quelque part. Ensuite, l'émergence, c'est quand vos entreprises commencent à mettre sur le marché des produits qui n'existaient pas avant. Des produits qui commencent à concurrencer les autres produits. C'est ça, un marché qui émerge. C'est des entreprises qui aujourd'hui commencent à concurrencer les autres économies et à gagner des parts de marché. C'est ça la notion d'émergence. Et vous dites que vous voulez émerger et vous pensez que ce sont les experts des autres pays qui vont vous donner le plan pour concurrencer leur propre économie. Ce n'est que l'ignorance de la notion d'émergence qui pourrait permettre de croire que ce plan importé pourrait nous permettre, nous, de nous imposer sur le plan économique. Au-delà,
vous ouvrez le plan Sénégal émergent, vous voyez que le plan d'action prioritaire, les 9 000 milliards que nous comptons investir dans les 5-10 ans qui sont devant nous, vous regardez où est la répartition géographique ou sectorielle plutôt de ces 9 000 milliards, vous vous rendez compte que 80% des 9 000 milliards sont dans le secteur tertiaire. Et là où sont les Sénégalais, le secteur primaire et le secteur secondaire, ne reçoivent même pas 20% de l'investissement qui est pourtant réalisé à partir d'emprunts que vont payer les générations futures. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous voyez l'enjeu quand vous ignorez l'économie de ce pays. Moi, je ne suis pas du genre, je ne suis pas contre le capital étranger. Mais je ne suis pas d'accord que 80% des entreprises au Sénégal soient détenues par des étrangers. Si on arrive demain, on ne va pas dire aux étrangers partez, mais on va travailler pour qu'il y ait 5 entreprises, 6 entreprises de plus sur 10 qui appartiennent à des Sénégalais. Nous voulons que les Sénégalais s'enrichissent. Ce que nous aimerions, c'est qu'il y ait plus d'entrepreneurs sénégalais, plus d'hommes d'affaires sénégalais, plus d'entreprises sénégalaises. Il faut que les Africains comprennent que le combat de l'Afrique, le combat contre la pauvreté, le combat contre l'assimilation, tous ces combats-là passent par le combat économique. Nous devons maîtriser notre économie, parce que si nous ne maîtrisons pas notre niveau de vie, nous ne pouvons pas conserver notre mode de vie et nous allons perdre notre milieu et notre cadre de vie. Ça va de pair. Le plan Sénégal émergent est un plan d'échec économique. Aujourd'hui, techniquement, le gouvernement est en faillite. Le gouvernement ne peut pas payer Sénélec. Le gouvernement ne peut pas payer les enseignants. Le gouvernement ne peut même pas payer les restaurants des étudiants. Le gouvernement ne peut pas payer les écoles privées. Le gouvernement n'arrive plus à payer les entreprises qui sont à l'intérieur du pays. Il y a une dette intérieure, mais qui est aujourd'hui en train d'augmenter de jour en jour. Donc le plan Sénégal émergent, je suis désolé, 1 an après, 4 ans après, on se rend compte que le Sénégal n'a jamais vécu de tension de trésorerie. Aujourd'hui, nous vivons. En tout cas, vraiment merci pour tous ces éclairages. Richard, je crois qu'il y avait quelqu'un qui a appelé, il est parti. Bon, voilà, donc si vous avez envie de poser une ou deux questions, donc vous pouvez, avant qu'on laisse notre invité aller se rendormir ou vaquer à ses occupations. Voilà, et puis donc je pense, donc Yéniop, à Popon, donc depuis Canada, Gilzo, depuis l'Espagne, voilà, vous êtes tous à l'écoute et n'hésitez pas, bien sûr, à lui poser des questions. Voilà, et puis quand on vous écoute, je sens quand même quelque part que vous dites nous voulons, il faudrait que la jeunesse, j'ai l'impression que vous avez envie d'être peut-être un homme providentiel, tout simplement, peut-être un futur candidat à quelque chose au Sénégal. Vous savez, je ne crois pas, et je vous l'ai dit, aux hommes providentiels. Il y a une chose que vous avez utilisée dans votre phrase tout à l'heure et que j'ai noté et que j'ai beaucoup apprécié. Vous avez dit notre génération. Moi, ce dont je crois, c'est le combat des générations. Je ne crois pas à un individu qui serait là. De toutes les façons, si vous réussissez, si une nation accomplit de grandes choses grâce à une personne, le jour où cette personne part, tout ce qu'il avait réussi va s'effondrer comme un château de cartes. Alors que l'objectif d'un leader, c'est de permettre aux générations futures de lui survivre. Encore une fois, les défis de l'Afrique ne seront jamais relevés par un individu. Notre génération a devant nous le défi du développement. C'est à nous maintenant de le relever ensemble ou de faillir ensemble. Tout simplement. Mais je ne suis pas du tout des messies. Moi, mon parcours est ce qu'il y a de plus ordinaire. Je suis un fils du Baol, fils d'enseignant, d'une mère qui a renoncé à tout pour l'éducation de ses enfants. J'ai été étudiant en France, j'ai étudié à Nancy, l'INPL. Votre mère est la Marème Faisal de Macky Sall. Écoutez, Marème Faisal est comme toutes les femmes sénégalaises.
toutes les femmes sénégalaises. Son mari l'a rendu hommage. Elle a tout laissé tomber pour le soutenir dans, en tout cas, ses objectifs pour le pays. Lamine, je suis sûr que votre père a rendu hommage à votre mère. Moi, mon père a rendu hommage à ma mère. Les femmes sénégalaises sont l'une des femmes les plus instruites, les plus travailleuses. Regardez qui sont dans les rues en train de vendre du tchaf, du tchéré, dans les cours des rues de l'école depuis notre enfance. Qui était là en train de vendre tout et n'importe quoi pour payer nos études? C'était qui? C'était nos mères. Elles ont toujours été là. Moi, je ne refuse pas de rendre hommage à Mme Faisal. C'est une femme sénégalaise. Elle a beaucoup donné pour ça, pour son mari. Comme nos mères l'ont fait. Si c'est vrai, parce qu'elle a suivi le chemin de toutes les grandes dames de la nation sénégalaise. Tout simplement. Bon. Et on est content de voir ça. On n'est pas contre ça. On ne peut pas être contre ces valeurs. Mais la question c'est de dire, et là on parle de choses beaucoup plus concrètes là, pour ne pas être sur les débats de personnes. On a vu un président de la République qui après 6 ans de pouvoir, au lieu d'écrire un livre à mi-chemin, un livre bilan, un livre projection, nous raconte sa vie comme sa vie était terminée. Bon, ce qui est quand même extraordinaire, il faut l'avouer. Chacun se fera son idée sur ce livre, le Sénégal au cœur. D'ailleurs, après Richard, je vous ferai part de ma contribution où je l'ai titré Parrainage de Benno Bokk Yakaar au cœur. Voilà, donc on en reparlera plus tard. Voilà, donc peut-être une dernière question. Vous parlez aussi beaucoup de la santé. Absolument. Voilà, vous voulez qu'on s'oriente vers le business de la santé en relevant le plateau du Sénégal de telle sorte que notre pays, voilà, au moins va attirer tous les malades de la sous-région, voilà, que tout le monde puisse venir se soigner au Sénégal. Mais je le dis en wolof, Balanganam Nam Nefa, il n'y a aucun homme politique qui se soigne au Sénégal. On les connaît tous ici, ils viennent ici pour des check-up. Et vous voulez justement qu'ils s'orientent vers la médecine du Sénégal. Moi je dis, le jour où tous ces hommes politiques resteront se soigner au Sénégal, là, on se dira qu'en tout cas, sur le plan médical, ils font tout pour relever notre plateau. Mais dès qu'ils ont, voilà, je vais rester poli, dès qu'il y a une petite toux, on vient faire un check-up en France ou aux États-Unis. Écoutez, c'est triste comme situation et c'est une réalité. Nos hommes politiques préfèrent venir se soigner à l'étranger. C'est comme notre jeunesse qui aujourd'hui abandonne ce pays pour aller en France, aux États-Unis. Moi qui vous parle, je suis émigré. La première fois où j'ai mis les pieds à Cheikh Anta Diop et j'ai vu la désorganisation qu'il y avait dans cette université, pour la première fois de ma vie, j'ai douté. Je me suis dit, est-ce que c'est ici que je vais réussir? Et c'est ça que ressentent tous les Sénégalais qui aujourd'hui arrivent dans les hôpitaux. Quand vous entrez dans les hôpitaux, vous allez vous dire, est-ce que je vais sortir d'ici avec une meilleure santé ou est-ce que je vais partir avec d'autres maladies? C'est ça que vivent les Sénégalais. Et ne vous y trompez pas. Quand je dis que derrière le modèle derrière une politique de santé, il peut y avoir une politique d'affaires, un modèle d'affaires qui permettrait même de financer les besoins de santé des Sénégalais par les autres Africains qui ont besoin de santé et qui malheureusement n'ont pas la stabilité économique que nous avons. Je ne suis pas en train de rêver, je suis en train de dire, je règle le problème des Sénégalais. J'en profite pour aider les autres Africains à pouvoir se soigner. Et derrière, je mets en place un modèle qui permet de rendre les frais moins chers. Peut-être que quand notre génération aura réussi cela, enfin nous aurons des hommes politiques qui n'auront pas la peur que les citoyens ont de se faire soigner au pays. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Donc l'idée c'est de dire, oui, un leader doit montrer l'exemple. Mais au-delà de l'exemple, les gens ont besoin d'un service de santé et de qualité. Et la santé, c'est quelque chose, c'est une priorité, mais en même temps, elle est stratégique. Donc, si vous avez une logique de planification, vous n'allez pas regarder la santé uniquement comme un besoin qu'il faut régler maintenant. Il faut aller beaucoup plus loin. Et derrière tout système de santé, il y a un modèle de financement de la politique de santé.
Et on est dans un continent où il y a 2 milliards d'individus. Bientôt, ils seront 2 milliards en 2050. Actuellement, on est un peu plus 2 milliards d'Africains. On a besoin de manger, on a besoin de nous éduquer, on a besoin de nous soigner. Et on a besoin d'investir. Et le Sénégal est un endroit calme, est un endroit de paix, une démocratie stable. Aujourd'hui, si vous regardez les flux financiers en termes d'immobilisation, vous voyez que Dakar, pourquoi le foncier de Dakar explose? Parce que tous les hommes d'affaires africains qui ont les moyens viennent investir à Dakar. Ça, c'est un signe que si nous avons un système éducatif performant avec les nouvelles technologies, beaucoup d'Africains pourraient venir étudier au Sénégal. Comme ça, c'est fait d'ailleurs. Mais on peut l'augmenter en termes de volume. Du point de vue de la santé, c'est pareil. Donc, vous voyez que nous pouvons, à travers l'offre de services publics, travailler sur une offre de services qui sera beaucoup plus élargie et qui va nous permettre de récupérer des dividendes qui vont venir baisser la facture pour les Sénégalais. Donc, tout est question d'ingénierie financière et de modèle d'affaires. Derrière un besoin qui est urgent, nous pouvons avoir un modèle d'affaires qui va beaucoup plus loin. Mais ça, c'est un homme qui croit en son peuple, qui n'est pas là juste pour le pouvoir d'être là. La politique, pour moi, c'est d'abord une responsabilité et de la solidarité. C'est ça dont il est question. Une responsabilité et une solidarité envers cette nation qui nous a tout donné. Nous avons eu la chance de naître dans un pays où on pouvait avoir un dentiste si on avait des caries. On pouvait avoir un enseignant qui pouvait nous éduquer. Il y avait le Sénégal, nous avons cette chance-là. Donc nous qui avons la chance maintenant d'avoir peut-être évolué, nous devons redonner. Pour moi, faire de la politique, c'est redonner ce qu'on nous a donné quand on était enfant, tout simplement. D'accord, Richard, c'est pour participer. On prend un dernier auditeur, ce sera la dernière question avec notre invité. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour, Kokal. C'est Ghana, Aix-en-Provence. Ah, Ghana, Aix-en-Provence, ça nous fait plaisir d'entendre. Eh bien, écoutez, moi aussi, Lamina, d'autant plus que l'invité que vous avez en ligne aujourd'hui, c'est un jeune frère que je connais très bien, pas plus tard qu'hier, on échangeait. Donc, c'était pour lui souhaiter la bienvenue déjà, donc, sur vos antennes. Merci. Et vous dire que c'est une fierté de l'écouter parce que je l'ai connu à Nancy, puisque j'étais avec son jeune frère, on habitait dans la même chambre universitaire, son grand frère, pardon. Donc, je l'ai vu arriver très jeune à Nancy, donc c'est un parcours que je connais personnellement. Et donc, je suis très fier de l'écouter, donc, aujourd'hui. Alors, Moussa, je sais que je l'ai connu, donc, voilà. Il a tenté le retour, il a travaillé aux côtés de Bamba Dièye en tant que conseiller. Moussa était un planificateur, au passage. Tout à fait. Et moi, ma question, mon intime conviction, et j'aimerais avoir son ressenti là-dessus, c'est qu'au Sénégal, ce ne sont pas ce ne sont pas les lois ou voilà, tout est en place. Le problème, c'est l'application de ce qui est en place. Absolument. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ghana, on t'a perdu, il est où? Ah, oui, vous m'entendez? Donc, voilà, vous dites que... Voilà, je disais que tout est mis en œuvre au Sénégal au niveau des institutions. Il reste que l'application des institutions. Tout à l'heure, Lamine, vous parlez de nos hommes politiques. Je vous repère là, allô? Tout à l'heure, Lamine, vous parliez de nos institutions. Allô? Oui, on vous écoute. Oui, je disais, Lamine, tout à l'heure, vous parlez de nos politiciens qui viennent faire des check-up en Occident. Alors, est-ce qu'il ne serait pas temps de mettre carrément une loi par rapport à ce genre de mouvement? D'accord, on vous perd encore, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Donc, vous voulez qu'on mette une loi? Ah ben, complètement. Parce qu'aujourd'hui... Mais quand même, vous mettez la responsabilité de la circulation individuelle. Ce que je veux dire, Lamine, ce que je veux dire, c'est que si on interdit à un ministre de la République un exercice de pouvoir venir se soigner en France ou que l'on veut carrément, je pense qu'au bout de 2 mandats, il me semble qu'ils mettront un peu plus
de sérieux dans nos hôpitaux, dans nos... Voilà. C'est dans ce sens-là que je le dis. En tout cas, je le laisserai répondre, mais moi je suis contre toutes ces formes d'interdiction. Il faudrait qu'il y ait la liberté et quand même, malgré cette liberté, on doit pouvoir mettre des choses en place. Mais bon, je vous laisse avec... Nous sommes bien d'accord là-même. Nous sommes bien d'accord, mais là où ça me gêne, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de limite. Et tout est ouvert. Les concernant, ils font ce qu'ils veulent. Donc il serait temps de mettre quelque chose en place. Et je suis sûr que Moussa a les compétences en tant que planificateur par rapport à ces questions-là. En tout cas, merci pour votre contribution et votre question et on laisse Moussa vous répondre. Merci beaucoup. Merci. Voilà Moussa. Merci Gana. C'est un grand frère qui m'a vu arriver en France avec quand j'avais 19-20 ans, très jeune. Donc, en tout cas, je le remercie parce que c'est une personne qui a contribué à quelque part à être l'homme que je suis. Tout simplement parce que c'est un exemple. Et c'est à ça que je crois. Moi, je crois au leadership, par exemple. Les bons comportements inspirent les autres générations. Comme disait l'autre, ne fais rien, n'interdis pas à ton enfant de faire le mal, montre-lui le bien, tout simplement, et sois un bon exemple. Et ça m'amène à sa question. Pour dire oui, je pense que c'est plus une boutade de dire on va interdire au ministre de venir se soigner pour qu'il s'occupe de la santé. On devrait tout simplement commencer par élire des présidents qui se préoccupent véritablement de leurs citoyens et qui ne vont pas mettre leur beau-frère au niveau du ministre de la Santé ou de l'eau ou de l'électricité uniquement parce que c'est quelqu'un qui est proche. Si notre santé n'avance pas, c'est pas parce qu'il n'y a pas de modèle d'affaires qui existe, c'est pas parce qu'il n'y a pas des gens qui sont prêts à payer, c'est pas parce qu'on n'a pas d'ingénieurs, c'est parce que tout simplement on a des présidents qui n'ont pas de vision et qui s'entourent de personnes qui sont incompétentes et à qui ils demandent une seule chose, c'est de gagner leur base pour que lui, il puisse gagner les élections. Si c'est ça que vous demandez à un ministre, il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, qu'il y ait encore des gens qui n'ont pas d'eau, pas d'électricité, qu'il y ait une dette au niveau des hôpitaux. Il ne faut pas s'étonner. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup vraiment, Monsieur Moussa Bala Fofana, pour vos éclairages. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de vous être levé très tôt. Et comme le disait Frantz Fanon, chaque génération, dans une relative opacité, doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Et j'espère tout simplement que vous, en tout cas, la mission qui vous est assignée, c'est tout simplement d'accomplir vos ambitions pour le Sénégal. Bonne journée et à bientôt. Je vous remercie, Lamine Diakité, je remercie Richard, je remercie vos auditeurs. Je passe un bonjour à toute la France, ce pays que j'ai bien connu. Salutations spéciales à un ami que j'ai à Marseille, Sileiba, qui se reconnaîtra. Notre ami Imam Sileiba. Imam Sileiba, écoutez, nous avons grandi dans le même quartier, nous nous connaissons depuis l'enfance. Il a baptisé mon aîné. C'est un ami et un vrai ami. Donc je tenais à le saluer. C'est un homme de qualité pour qui j'ai énormément d'estime, comme d'ailleurs l'ensemble du peuple sénégalais, qui sont un peuple accueillant, un peuple qui croit au savoir, un peuple avec beaucoup de spiritualité, qui croit au travail. Tout ce dont on a besoin, c'est de nous organiser. L'organisation est la base du développement. On ne peut rien organiser sans planification. Le leader n'est pas celui qui est là pour dire ce qu'il faut faire. Le leader, il est là pour aider chaque individu à sortir le meilleur de lui-même. C'est ça le combat de notre génération. C'est ça le combat, c'est ça l'enjeu des prochaines élections présidentielles. Et Inch'Allah, si Dieu le veut, nous parviendrons, nous de l'opposition, et particulièrement du Parti démocratique sénégalais, de mettre nos intérêts partisans de côté et de nous focaliser sur la seule et unique chose, c'est de permettre au peuple sénégalais, au soir du 24 février, de choisir une nouvelle orientation. Et nous l'espérons, cette nouvelle orientation aura comme objectif de donner au peuple sénégalais cette liberté qu'il veut, de donner au peuple sénégalais beaucoup plus de services, de lutter pour le panafricanisme et de permettre aux Sénégalais de travailler et de pouvoir gagner leur vie dignement. Notre nation ne demande pas plus. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà.
Merci beaucoup Richard, merci beaucoup notre invité Moussa Bala Fofana, donc qui est un banquier. Donc merci d'avoir suivi. Je sais qu'il y avait ben écho à un moment donné. Il y avait ben écho et c'est dommage, mais bon, techniquement je pouvais pas faire grand chose. Je pense que j'ai vu certaines questions. Donc, il y en a qui remercient. Oui, effectivement, il y avait de l'écho, mais bon, l'idée était là. Ok. Oui, il y avait une répétition. Je suis vraiment désolé de cette répétition, c'est technique. Alors, j'ai ici une question de Alioune Badaragui. On a mis la charrue avant les bœufs. Maintenant, est-ce qu'il existe une alternative prompte pour redresser la pente dangereuse quand on a déjà emprunté depuis quelques années? Oui, Alioune Badara, c'est vrai qu'aujourd'hui, le stock de la dette tourne autour de 6 000 milliards. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous donnons environ, je vais vous donner le chiffre exact, nous donnons environ 863 milliards de recettes chaque année à ceux à qui on doit de l'argent. Mais il y a de l'espoir, parce que si aujourd'hui le prochain gouvernement parvient à maintenir, à ne plus augmenter le personnel, le fonctionnement, et que nous fassions un audit des dépenses de personnel, dépenses de fonctionnement, et que en même temps on appuie véritablement l'économie sénégalaise, les entrepreneurs sénégalais, on va encore créer de la richesse. Je vous l'ai dit, les recettes du pays sont passées de 541 milliards en 2001 à 1300 milliards en 2008, soit une augmentation des recettes de près de 100%. Cette augmentation-là, et ça s'est fait sans qu'on augmente le taux d'imposition. Mais c'est juste qu'on a créé plus d'entreprises, on a assisté beaucoup plus de Sénégalais et des entrepreneurs, on a été beaucoup plus attractif, on a tiré le plus d'entreprises possible. Parce que les recettes, c'est ce qu'on prélève sur les bénéfices, sur les salaires, sur les transactions et sur l'import-export. C'est ça qu'on prend et on ne doit pas maintenant prendre cet argent-là, comme le gouvernement maintenant, pour fonctionner avec 95% des recettes. Donc nous devons aujourd'hui baisser le train de vie de l'État pour beaucoup plus investir sur la base de nos fonds propres, mais en même temps nous devons aider les Sénégalais à pouvoir gagner leur vie. Si les Sénégalais gagnent leur vie, si les Sénégalais ont plus d'activités économiques, ont plus de rendement, nous on va pouvoir toujours, l'État va toujours prélever ce qu'il prélevait avant, on peut même le baisser. Parce que si nous parvenons à augmenter les recettes et à bien gérer les dépenses, on pourrait même avoir la meilleure fiscalité, la fiscalité la moins chère en Afrique de l'Ouest. Et ça, même si on y arrive, ça va nous donner encore beaucoup plus d'opportunités. Parce que les gens vont venir en Afrique, au Sénégal, parce qu'on aura peut-être la fiscalité la meilleure. Donc l'idée serait par exemple sur les 10 ans de pouvoir commencer, de baisser les taux d'imposition, mais véritablement mettre en place une politique économique, sociale et qui ne s'intéresse qu'à l'entreprise sénégalaise, qu'à l'entrepreneur sénégalais. Il faut que les Sénégalais puissent créer de la richesse. C'est ça l'enjeu. Si nous maintenons les dépenses au niveau où ils sont et on travaille à mieux les rationaliser, à mieux les gérer et qu'en même temps les Sénégalais produisent plus, vous allez voir que les ratios vont changer parce que même si on a le même volume de dépenses est là, mais que les salaires augmentent, que les recettes augmentent, vous allez voir qu'on va sortir d'un État qui utilise 94% des recettes pour fonctionner vers un État qui va baisser de manière graduelle sur les 10 ans, de 10 à 15% chaque année. Et cette équité-là qu'on génère, on va pouvoir maintenant le prendre, le mettre dans l'éducation, la santé. Donc, c'est toute une question de gestion, de dire, écoute, le pays, 94% des recettes sont utilisées pour le personnel, le fonctionnement et la dette. Mais je sais qu'en 10 ans, les Sénégalais sont capables de doubler mes recettes, donc je vais les appuyer pour qu'ils doublent mes recettes. Mais en même temps, moi, je refuse d'utiliser ces recettes pour du personnel, du fonctionnement et de la dette. Je prends ces recettes et je l'investis dans les Sénégalais.
C'est ça qu'Abdoulaye Wade avait trouvé dans le pays que les socialistes avaient laissé. Les socialistes utilisaient 50% des recettes pour fonctionner et 50% pour investir. Wade a préservé cette même structure de 2001 à 2008. Mais ce que Wade a réussi, c'est que lui, il a doublé les recettes. Donc nous, notre génération, nous devons avoir le même défi. Si demain, en 2019, nous avons la chance de pouvoir aider les Sénégalais en étant vraiment ceux qui définissent la politique économique et sociale, notre objectif serait comment faire pour que l'activité économique puisse exploser, comment faire pour qu'il y ait plus d'entreprises, plus d'entrepreneurs, plus de création de richesses. Si l'activité de création de richesses augmente sur 10 ans, les recettes vont suivre sans qu'on ait besoin d'augmenter la fiscalité. Même, on va baisser la fiscalité. Si le gouvernement gère bien, on ne va pas augmenter les dépenses. Donc, si vous avez des recettes qui augmentent et que vous maintenez vos dépenses, vous dégagez de la liquidité. Et cette liquidité-là va mettre fin à tout ce qui est tension de trésorerie, non-paiement. Mais plus encore, nous allons pouvoir investir avec notre propre argent. Et là, quand vous investissez et que vous mettez vous-même votre argent, si vous dites « je veux construire une infrastructure ou une usine et j'amène 50% des capitaux », vous allez pouvoir dire comment cet investissement est fait. Mais si votre politique d'investissement de 2014 à 2018 est essentiellement orientée par les étrangers eux-mêmes, il n'est quasiment pas possible de leur dire où vous allez mettre cet argent. Tout ce qu'on fait, c'est des offres spontanées. Donc voilà la question de Alioune Batara. Oui, ce ne sera pas l'interdiction, mais la volonté d'être patriote et de vouloir le meilleur pour soi et pour autrui. Absolument. Un leader doit être solidaire et responsable. Si vous êtes solidaire et responsable, vous mettrez en place ce qu'il faut pour votre pays et vous n'aurez pas besoin d'aller chercher ailleurs ce que vous avez mis en place pour les autres. Non. Je ne pense pas que le problème en soi serait de créer une loi qui interdit aux Occidentaux, mais de construire. Mais bon, c'était une boutade, hein, je comprends ce qu'il voulait dire. Alors, c'est quoi, ma question, c'est quoi le franc CFA, avantage et inconvénient de nos économies? Est-ce possible de sortir la France dans la gestion de cette monnaie? Si oui, selon vous? Hassan Diagne, voilà une question pertinente, question que je compte répondre le week-end prochain. Parce qu'on va faire un live sur les axes stratégiques. Comme vous le savez, on fait des séries de live de manière régulière. Là, c'était juste une émission, mais je voulais que l'émission soit, que vous puissiez le voir et une manière de le capturer sur Facebook. Mais définitivement, nous pouvons gérer nous-mêmes notre monnaie. On a besoin d'une monnaie. Et c'est stratégique. On a besoin de l'instrument monétaire. La monnaie, beaucoup ne le savent pas, mais quand vous avez une monnaie, c'est comme si vous avez, c'est la capacité de créer du crédit. Quand vous maîtrisez votre monnaie, vous maîtrisez la création monétaire. La création monétaire, c'est ça qui permet, avec les banques commerciales, de pouvoir prêter de l'argent aux entreprises. C'est ça l'enjeu. Je pense que je ferai un live spécialement sur comment fonctionne le système bancaire des pays développés. Et là, les gens comprendront que quand on parle monnaie, il y a deux choses qu'on a besoin. C'est de maîtriser le taux, ce qu'on appelle il faut maîtriser le volume dans un premier temps, le volume pour pouvoir créer et pouvoir le taux de change, maîtriser la valeur de la monnaie. Sans ces deux éléments-là, vous n'avez pas d'instrument monétaire. Vous n'en avez pas. Et ça, c'est fondamental. Et c'est ça qu'on a besoin, nous, en tant qu'économie africaine, économie pauvre. Nous avons besoin de la monnaie pour ces deux éléments-là. Nous avons besoin d'avoir notre monnaie. Maintenant, est-ce qu'on va l'avoir avec les autres Africains ou est-ce qu'on va l'avoir nous-mêmes? Ça, c'est ça la question. C'est ça la question. Mais je reviendrai sur ce live où on parlera véritablement comment fonctionnent les banques dans le monde. Que les gens comprendront que la monnaie, l'avantage de la monnaie, c'est pour la création monétaire et c'est pour le crédit. Et le crédit est à la base de la croissance. Le crédit, à travers le taux directeur des banques, le pouvoir de création monétaire, comment la limitation des dépôts et le fait que ce sont tes dépôts qui te permettent de pouvoir créer de la monnaie. Ça, on en reviendra. C'est un débat très intéressant, mais on reviendra sur ça. Je pense que je n'ai pas plus de questions que ça. Hein. Et encore désolé pour l'écho qui
Alors, peut-on devenir milliardaire en étant ministre au Sénégal? Si, comment? Je ne pense pas qu'on puisse devenir milliardaire au Sénégal avec un salaire de ministre. Si vous voulez être milliardaire, il faut créer des entreprises. Le meilleur moyen de devenir riche, c'est d'être un entrepreneur. Maintenant, si vous voulez être riche sans pour autant travailler, ça, le meilleur moyen, c'est de voler, tout simplement. Donc, on n'a pas besoin d'être ministre forcément pour voler au Sénégal. De prendre des contrats qu'on ne mérite pas. Dans la vie, il y a tout le temps deux choix, le bon et le mauvais. Si vous voulez être riche, il faut être un entrepreneur. C'est le meilleur moyen de vous enrichir. Très bien, ben écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres questions. En tout cas, vous reveniez sur la... Attendez. Je pense que j'ai une dernière question que je vais prendre avant de couper le live. Amadouba vient d'être nommé l'homme de l'année. Écoutez, vous savez, désolé, j'ai besoin de me mettre sur la page pour répondre à vos questions. Désolé, j'ai juste besoin de mettre sur la page pour voir toutes vos questions. Ça va pas être très long. Alors... Qu'est-ce qu'ils ont de mieux que nous en termes de RH? Alors, j'ai du mal à voir les commentaires, bizarrement. La coopération militaire avec la France, devrons-nous les maintenir? Écoutez, la coopération militaire avec la France, de toutes les façons, un pays a besoin d'avoir des alliés. Ça, on est d'accord, parce que je pense que c'est un grand journaliste qui disait qu'un pays subit sa géographie. L'Afrique, le Sénégal est dans une situation où nous devons avoir une politique en termes de défense qui doit être vraiment au niveau. Nous ne devons pas compter sur les autres pour nous défendre. Nous devons avoir notre propre armée. Et moi, je fais confiance à nos djambars qui se sont sacrifiés à plusieurs reprises pour démontrer qu'ils sont déterminés à protéger cette nation. Maintenant, il faut les équiper encore plus, les assister encore plus, les former encore plus et leur donner aussi une orientation beaucoup plus centrée sur le développement, sur nos priorités, une armée-nation. Moi, je crois en ça. Et même faire de sorte que l'armée contribue à l'éducation de nos enfants à travers le service militaire ou le service citoyen, une manière de transmettre ça à notre jeunesse. Et avoir une coopération avec d'autres pays, pourquoi pas. Moi, je ne me focalise pas sur la France. Je considère que tout pays doit avoir des alliés. Tout pays doit avoir des alliés. Ça peut être la France, ça peut être l'Angleterre, ça peut être n'importe quel pays qui est capable de nous apporter ce que nous voulons et selon nos intérêts, tout simplement. Donc, revenir avec la France, ne plus être avec la France, pour moi, c'est du pareil. Dès l'instant que les intérêts du Sénégal sont là, on le fait. Si les intérêts du Sénégal ne sont plus là, on ne le fait plus. Et c'est pas une question de France ou d'Angleterre. En tout ce qui est défense, tout ce qui est militaire, c'est d'abord
le peuple sénégalais qui doit compter sur ses fils, sur ses stratèges, sur ses hommes, et nous aurons la coopération que nous devons avoir envers les différentes nations selon nos intérêts, encore une fois. Les nations n'ont que des intérêts. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on doit voir les choses. Nous devons arrêter de penser que c'est avec la France qu'on va s'en sortir. Au contraire, la France nous coûte extrêmement cher. Aujourd'hui, tous les travaux que nous lançons, la France fait tout au nom de notre amitié, au nom de toutes ces choses-là, pour avoir droit à des contrats qu'ils auraient perdus si on avait lancé des appels d'offres. Qu'ils auraient perdus. Donc moi, je ne pense pas que le contribuable sénégalais est là pour faire des faveurs à des entreprises étrangères. Nous devons, quand nous lançons des appels d'offres, nous devons regarder les mieux-disants. Et peu importe que celui qui vient faire l'infrastructure soit chinois, indien, brésilien, français, anglais, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'il nous offre de qualité et quel est le prix qu'il nous donne. Parce que c'est au final, c'est ça qui va permettre, c'est ça qui va coûter le moins cher possible au peuple sénégalais. Et s'il y a de la qualité, le bien va exister le plus longtemps possible. Donc moi, je me situe à ce niveau-là. À chaque fois, je comptais que c'est comme ça qu'il faudrait regarder ça. Alors, Moussa Koïta, qu'est-ce qu'ils ont de mieux que nous en termes de qualité RH pour nous imposer le CFA et nous empêcher de créer notre propre monnaie? En fait, ils ne nous empêchent pas de créer notre propre monnaie. C'est juste que nos dirigeants sont des ignorants pour la plupart, des incompétents, et souvent ils ont peur. Souvent c'est ça. Moi, c'est parce que je suis économiste, je travaille dans des banques. Moi, là, j'ai été directeur de développement hypothécaire, donc les produits hypothécaires, pour ceux qui connaissent, tous les jours, c'est un combat entre les banques. Quand quelqu'un veut renouveler, par exemple, si quelqu'un a une maison de 300 000 $ et que son contrat se termine dans 2 mois, toutes les banques lui offrent les meilleurs taux. Mais le taux que les banques donnent sont liés à la banque centrale. Si la banque centrale baisse, ton taux baisse. Si la banque centrale monte, ton taux monte. Donc, quand vous savez ce que c'est qu'une monnaie, une banque, le taux directeur, vous savez ce que c'est que la création monétaire, vous n'avez pas peur de ces questions-là. Vous savez que ce que ça va prendre une stratégie, ça va prendre un plan, mais vous ne pouvez pas avoir peur de ça parce que vous savez ce que c'est. Mais souvent, nos hommes politiques ne savent pas. Pour la plupart, ils ont peur de ça. Et quand vous leur posez des questions sur le franc CFA, c'est leur propre peur. Ils ont peur de ça. Pour eux, c'est risqué. Parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ne maîtrisent pas, parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils ne sont pas des techniciens de ce domaine. C'est parce qu'ils n'ont pas évolué dans d'autres pays où les gens géraient leur propre monnaie. Ils ne le savent pas, ils ne l'ont jamais vécu. Donc ils peuvent être politiques, mais ils ne connaissent pas la réalité monétaire. Donc c'est ça la réalité de beaucoup de gens, de beaucoup d'hommes politiques qui veulent parler monnaie, qui peuvent parler franc CFA, mais qui ne connaissent même pas ce que c'est que les monnaies. Ils ne savent pas la différence entre monnaie structurelle et monnaie fiduciaire. Si vous leur demandez c'est quoi, ils ne savent pas. Si vous leur demandez c'est quoi la création monétaire, ils ne le savent pas. Donc, vous posez ces questions-là à des hommes politiques africains, ils n'y connaissent rien. Donc, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous dire ce qui les rassure. Ils vont vous dire que le franc CFA est une bonne monnaie. Mais ils vont vous dire ça parce qu'ils ne peuvent pas vous dire autre chose. Ils ne maîtrisent pas cette question. Ils ne connaissent pas ce que ça prend. Aujourd'hui, pour que les économies africaines émergent, nous avons obligatoirement besoin des instruments monétaires. On n'a pas le choix. C'est comme si vous dites, je veux conduire une voiture, je n'ai pas besoin de volant ni de carburant. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas conduire une voiture si vous n'avez pas de volant ni de carburant. Vous ne pouvez pas développer une économie si vous ne maîtrisez pas le taux directeur et si vous ne maîtrisez pas la création monétaire. C'est aussi simple que ça. Alors, que servent les conseils autour de nos chefs d'État? Mais écoutez, si nos chefs d'État étaient vraiment préoccupés par les problèmes des Sénégalais et des Africains, ils auraient autour d'eux des conseillers techniques compétents et tenaces.
qu'est-ce que vous voyez autour des chefs d'État? Vous voyez leurs familles, leurs amis, leurs frères et leurs clans. Des gens qui n'ont aucune compétence. Des gens qui n'ont jamais eu l'ambition de changer quoi que ce soit dans le pays. Tout ce qui les intéresse, c'est être ministre, être conseiller, être ministre conseiller, être directeur. Si vous nommez ces gens-là, qui ne vous disent que ce que vous avez envie d'entendre, vous imaginez, vous êtes président de la République, vous n'êtes pas le plus intelligent, vous n'êtes pas le plus expert. Vous devez vous entourer de gens qui sont beaucoup plus compétents et beaucoup plus techniques que vous. Mais si vous vous entourez de gens qui sont incompétents et qui techniquement sont limités, et vous espérez que ces gens-là vont vous dire la vérité? Non. Moi, Moussa Fofana, je suis économiste, planificateur, mais peu importe le président ou le ministre que j'ai en face de moi, il y a des questions techniques sur lesquelles je ne transige pas. Je vais vous dire ce que je pense. Et je suis sûr de ce que je fais, parce que c'est une chose que je connais. Et que d'autres techniciens vont confirmer. Mais si vous vous entourez de votre famille, si vous vous entourez de vos amis, si vous vous entourez de personnes qui sont là juste pour avoir une position, vous pensez que ces gens-là n'ont pas d'expertise. Et ils n'ont pas le courage intellectuel de vous dire, Monsieur le Président, vous avez tout faux. Monsieur le Président, vous n'avez pas compris. Monsieur le Président, je vais vous expliquer comment ça marche. Parce que nit mënul xam lépp. Moi, je peux être calé dans certains domaines, mais si vous m'amenez du point de vue de la santé, mais la chirurgie, mais j'y connais rien. La mécanique technique, j'y connais rien. Par contre, je suis capable d'identifier la ressource humaine en qui j'ai confiance sur l'honnêteté et le niveau de compétence. Et celui-là, il va m'expliquer les choses. Il va m'expliquer comment ça marche. Je vais avoir l'ambition que j'ai. Et je vais chercher les ressources humaines. Et c'est comme ça que fonctionne un homme d'État. Il doit être capable de s'entourer. Mais si vous-même vous avez des difficultés à comprendre, mais peu importe qui va vous expliquer, vous n'allez rien comprendre. Si l'État doit limiter les dépenses, c'est un peu... Limiter les dépenses, c'est un peu risqué, me semble-t-il. Je vais vous donner un exemple. Vous ne pouvez pas dépenser l'ensemble des recettes que vous prélevez. En 2012, le Sénégal a traversé la crise de 2008 et la crise de 2011. Deux grosses crises. Et quand le pays est en crise, vous prenez les recettes et vous les investissez. Vous n'avez pas le choix. Vous devez être là. L'État doit être là pour soutenir. L'État doit subventionner, assister parce qu'on traverse des crises. Et à la sortie en 2012, c'est 90% des recettes qui permettaient, au-delà des salaires du fonctionnement, qui permettaient de subventionner et de tenir l'économie. Maintenant, une fois que l'économie n'est plus en crise et qu'il y a une relance économique, et que vous prélevez des recettes sur les Sénégalais, mais le gouvernement n'existe pas pour exister. Vous ne pouvez pas être là et prendre 94% des recettes pour personnel, fonctionnement, intérêt et amortissement de la dette. Le gouvernement n'existe pas pour exister. Il existe pour offrir de la santé, de l'éducation, de la sécurité, pour aménager le cadre de vie, protéger l'environnement et permettre aux Sénégalais de créer de la richesse. C'est pour ça qu'existe un gouvernement. Un gouvernement doit fonctionner et investir. Aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal ne fait que fonctionner. Et quand il investit, il emprunte pour investir. Si vous voulez investir sur la base de vos fonds propres, faire comme Abdoulaye Wade en 2012, en 2008, sur 1300 milliards de recettes, Abdoulaye Wade parvenait à bloquer ses dépenses autour de 50% des recettes. Et c'était 600 milliards de nos propres francs qu'il parvenait à injecter dans l'économie sans rien devoir à personne. Parce qu'il a maintenu le train de vie de l'État autour de 50%. C'est uniquement la crise de 2008 et 2011 qui l'ont amené à ne plus investir, mais à soutenir les subventions, les plans TACAL, tout ce que vous voyez. Macky Sall est là depuis 8 ans. Mais depuis 8 ans, il n'a pas été capable de conserver, parce qu'il aurait pu dire je n'augmente pas le train de vie de l'État. Et pourtant, c'était une promesse électorale. Il avait dit on va diminuer le train de vie de l'État. Mais moi, je ne demandais même pas qu'on diminue le train de vie de l'État. Il fallait juste conserver les mêmes volumes de milliards, les milliards de fonctionnement, conserver les mêmes, mais assister les Sénégalais pour que les Sénégalais produisent plus. De 2012 à 2019, les Sénégalais les recettes sont passées de 1417 à 2500 milliards.
Donc une augmentation des recettes de 1000 milliards, ce qui équivaut à environ 60%. Je vous ai dit que les Sénégalais sont capables de doubler les recettes en 10 ans. Mais là, on n'a pas été capable. Parce que les Sénégalais n'ont pas été assistés suffisamment pour qu'ils puissent doubler les recettes sur une dizaine d'années. Mais pire, les recettes ont augmenté de 1000 milliards, mais, c'est ça qui est extraordinaire, le gouvernement a augmenté les dépenses de personnel de 300 milliards, ils ont augmenté le fonctionnement de 252 milliards, ils ont augmenté le service de la dette de 516 milliards. Donc si vous additionnez les augmentations du personnel, du fonctionnement et de la dette sur ces 8 ans, c'est 1000 milliards. Donc ça veut dire qu'on a pris toute la hausse des recettes sur ces 8 dernières années. Au lieu de faire de l'investissement, on en a profité pour du personnel, du fonctionnement et de la dette. Et pourtant, les Sénégalais n'ont toujours pas l'éducation qu'ils veulent, ni la santé, ni la sécurité, ni rien. Pas de service. Les Sénégalais n'ont pas de service. Les municipalités ne donnent pas de service. Les ministres ne donnent pas de service. Donc, vous comprenez l'enjeu. Donc, quand moi je dis, il ne faut pas que le gouvernement, il faut qu'on travaille à avoir, quand on a les recettes, qu'environ 50% des recettes nous permettent de fonctionner et que 50 autres permettent l'investissement. Quand je dis ça, c'est des choses qui ont déjà existé. Le ratio, la structure budgétaire du Sénégal en 2001, c'était ça. En 2008, c'était ça. Il a fallu qu'on traverse la crise de 2008 et de 2011 pour que ça change. Il faut qu'on retravaille pour retrouver cela. Les Sénégalais ont la capacité de produire plus, de travailler plus. Et c'est pour ça que la philosophie du travail est fondamentale. Il faut travailler, il faut vraiment travailler. C'est en travaillant, c'est en créant des entreprises, des entrepreneurs, l'État actionnaire, c'est comme ça qu'on va créer de la richesse. Si vous créez de la richesse, les Sénégalais vivent mieux, ils consomment plus, ils dépensent plus, les recettes augmentent, pas en pourcentage mais en volume. Et si vous gérez bien les dépenses de l'État, vous avez plus d'équité. Et si vous avez de l'équité, vous pouvez investir et orienter l'investissement dans les zones que vous voulez sans que personne ne puisse vous dire « je vous prête, mais vous allez le mettre dans un train que va construire mes entreprises à moi ». Vous comprenez? Donc c'est ça l'enjeu. Il faut maîtriser l'investissement. Donc je vais arrêter ça. Je vais arrêter ça ici. En tout cas, c'est intéressant d'avoir des questions directement comme ça. Ça permet vraiment de voir quelles sont les préoccupations une armée étrangère sur le sol pose toujours problème. Oui, effectivement, une armée étrangère. Bonjour Mansour Seck, mon cher ami du Baol. Je vous salue. Nous aimerions que vous remaniez sur la coopération militaire. Amadou Ba vient d'être nommé l'homme de l'année. Qu'en pensez-vous? Écoutez, Amadou Ba, c'est le pire des... c'est le pire. Je n'aime pas parler de personne. Mais Amadou Ba, Amadou Ba, je ne sais même pas quoi dire, quoi. Vous savez, quand vous êtes ministre de l'économie et des finances, vous devez parler économie. Parler économie, c'est parler de la création de richesse. Les sociétés humaines, on doit vivre notre culture, on a nos cultes, on a la santé, la sécurité, mais au-delà de tout, c'est l'activité économique, vraiment c'est l'activité économique. C'est vraiment ça le centre du débat, le niveau de vie. Comment faire de sorte qu'on augmente les entreprises sénégalaises? Comment faire de sorte que les salaires soient mieux payés? Comment faire de sorte qu'il y ait beaucoup plus d'activités, de transactions? Parce que c'est dans les transactions qu'on gagne beaucoup d'argent. Si moi j'achète, je vends, je consomme, j'importe, j'exporte, tout ça, tous les petites taxes que l'État prélève par-ci, par-ça, c'est cet argent-là qu'on prend pour aider les Sénégalais à mieux s'éduquer, à mieux se soigner. C'est ça gérer un pays. Amadou Ba a failli sur la question de la création de richesse. C'est le ministre qui ne parle pas économie. Il est le ministre de l'économie et des finances. On lui demande quel est le modèle économique. Il dit que nous, c'est le président de la République qui dit, alors qu'il est le ministre de l'économie. C'est lui qui doit dire l'économie, en ce moment, il y a tel secteur qui ne marche pas. Voilà comment on fait. C'est lui qui doit exécuter cette vision. Il doit connaître cette vision. Mais comme je vous ai dit, de 2001 à 2008,
la création de richesses a permis à l'État du Sénégal de doubler les recettes. De 2012 à 2018, les Sénégalais n'ont pas pu doubler les recettes. Ils ont juste donné 50%. Ça c'est clair. Ça, c'est la preuve irréfutable que depuis que Macky Sall est là, les Sénégalais n'arrivent pas à créer de la richesse comme ils le faisaient avant. Parce que ce n'est pas un président qui pousse au travail, qui amène les gens à se donner, qui les assiste, qui les finance. Et la création de richesse a pris un coup et ça s'est ressenti au niveau des recettes. Donc l'échec premier de Amadou Ba, c'est que d'un point de vue purement économique, il n'a pas été capable d'aider les Sénégalais à travailler comme il le faisait avant. Mais deuxièmement, le train de vie de l'État a augmenté de 1000 milliards en l'espace de 7 ans. Un bon ministre de l'économie et des finances, au-delà d'aider les entreprises à créer de la richesse, il doit pouvoir gérer les dépenses, une bonne gestion des dépenses. Et tout entrepreneur qui m'écoute sait que celui qui gère bien les dépenses, c'est celui qui parvient à maîtriser les coûts des dépenses. Et faire de sorte que la dépense, non seulement je maîtrise le coût, mais je maîtrise l'efficience de la dépense. Quand moi je dépense quelque chose, ça doit avoir un impact. Quand je dépense de l'argent dans l'éducation, la ressource humaine sénégalaise doit être améliorée. Quand moi je dépense dans la santé, ça doit se sentir. Quand je dépense dans la sécurité, ça doit se sentir. Quand je dépense dans l'économie, ça doit se sentir. La bonne dépense, maîtriser le coût et l'efficience de la dépense pour que ça se répercute en termes de capital humain et de productivité de l'économie. Aujourd'hui, on a rajouté 1000 milliards. Toute la richesse qui a été créée par les Sénégalais, qu'on a prélevée sur les Sénégalais, sur ces 7 ans, n'ont permis qu'à augmenter le personnel, le fonctionnement et la dette. Et aujourd'hui, les Sénégalais sont encore beaucoup plus fatigués. Le taux de la pauvreté est toujours à 47,6. Donc, non seulement tu n'as pas été capable d'aider les gens à créer de la richesse comme ils le faisaient avant, mais tout ce qu'ils ont créé, tu es en train de l'utiliser pour payer la dette du fonctionnement et du personnel. Et maintenant, ce qui reste, quand tu as pris les impôts, ce qui reste avec les Sénégalais, c'est avec quoi les Sénégalais doivent vivre. Et malheureusement, les Sénégalais sont obligés d'acheter des produits que d'autres ont produits. D'autres ont produit. C'est-à-dire que nous n'avons pas une industrie qui est capable de nous donner une pâte dentifrice, des savons, de l'huile, des choses dont nous avons besoin. Nous devons acheter des produits qui viennent d'ailleurs. Déjà ça coûte cher. Mais Amadou Ba vient de dire que non seulement maintenant, on ne va plus avoir une fiscalité sur les salaires et les bénéfices et les transactions import-export, mais maintenant les produits que vous consommez tous les jours, qui ont été produits depuis la France, l'Angleterre, dans les autres pays et qu'on importe, maintenant je vais les taxer. Si toi, tu augmentes le prix des produits avec lesquels je vis tous les jours, mais tu es en train de m'appauvrir. C'est comme si moi, je gagne 100 000 francs et que pour ma maison, je dépense 50 000 en savon, pâte dentifrice, huile, et que toi, tu viens d'augmenter les taxes sur l'huile, sur la pâte dentifrice, sur le savon. Mais si tu augmentes les taxes, l'importateur le répercute sur le grossiste le répercute sur le détaillant le répercute sur moi. Donc non seulement Amadou Ba n'a pas permis à l'entreprise et aux entrepreneurs de créer de la richesse comme il le faisait avant, de 2001 à 2008, on n'a pas pu le faire de 2012 à 2019. Non seulement l'État a augmenté son train de vie de 1000 milliards en l'espace de 8 ans, 1000 milliards qui équivaut à la richesse qui est produite. Mais pire encore, Amadou Ba maintenant, comme il a créé une tension de trésorerie, maintenant il dit, les produits que vous importez, c'est ce qu'on appelle les taxes parafiscales, les produits que vous importez avec lesquels vous vivez, maintenant on va les taxer. On va vous appauvrir. Non seulement on ne vous a pas aidé à créer de la richesse, non seulement toute la richesse qu'on a prélevée sur vous, on est en train de fonctionner avec, mais maintenant, on va vous... Et tellement qu'on a dépensé, et tellement qu'on a emprunté, maintenant les recettes, les engagements sont plus importants que les recettes. Je suis en tension de trésorerie. Maintenant, je vais aller taxer les produits avec lesquels vous vivez, avec les maigres salaires qui vous restent. Voilà Amadou Ba. C'est un incompétent de première classe. Je n'aime pas parler des gens, mais ça, c'est de l'incompétence de premier. Mais il est juste à l'image du commandement. Quand un président n'a pas de savoir ni de vision, le résultat c'est ça.
c'est que ton pays n'arrive pas à créer de la richesse. C'est que tu n'arrives pas à contrôler tes dépenses. Tu es en tension de trésorerie et tu taxes les besoins, les produits dont les gens ont besoin. Donc tu es en train d'appauvrir les gens. Comme ils ne peuvent pas augmenter les impôts, ils augmentent les taxes sur les produits de consommation. Et en même temps, ils laissent Auchan venir. En même temps, non mais, c'est... Amadou Ba est-il juste un opportuniste? Il a prouvé son incompétence. J'aimerais bien savoir quels sont les critères de sélection de cette nomination. Mais écoutez, les critères de nomination, c'est la famille avant le parti. C'est le parti avant la patrie. C'est ça. Ceux qui sont nuisibles et qui savent insulter. Comme je ne veux pas qu'ils m'insultent, ben je vais les mettre dans le gouvernement. Les journalistes qu'on connaissait avant là, qui étaient partout sur les télévisions, sur les radios, en train d'insulter tout le monde. Comme je ne veux pas qu'ils m'insultent, je leur donne des postes. Des journalistes qui écrivent des livres sur l'État et qui peuvent me poser des problèmes, je donne des postes à toutes les personnes qui me sont nuisibles et je donne des postes à tous mes amis qui me défendront, peu importe ce que je ferai. C'est ça le modèle de recrutement de Macky Sall, malheureusement. Écoutez, je pense avoir répondu à... Qu'avez-vous fait pour mériter des gens? Qu'est-ce qu'avons-nous fait pour mériter des gens comme ça? Écoutez, je dois malheureusement te dire que... écoutez, on est dans un pays où les gens sont... où l'analphabétisme est à un niveau très élevé. Les gens, même quand on parle du président, on dit bourg, on dit ngourgi, ngour. Ngour, moi, il faut ramener de ngourou, funer. C'est-à-dire que il y a changer l'éducation. C'est-à-dire que ngour, il y a dindi, mon ngour, être à la tête du pays, c'est-à-dire que tu as l'opportunité vraiment d'aider des gens pour que le gars le grème. Surtout dans un pays où tout le monde a besoin d'aide. Tu es dans la meilleure position pour faire le bien. Les enfants dans les rues. C'est l'une des choses qui me choque le plus au Sénégal. Les enfants dans les rues. On laisse des enfants dans les rues. Ça, tu le penses, c'est impossible au Canada. C'est impossible en France. Et pourtant, on dit que nous sommes jullité, hein. Que nous sommes yonent bi, dañ gëm Sëñ Tuubaa, Alaaji Malik, dañ gëm ñoom ñëpp. Pourtant, on dort dans nos maisons. Il y a des enfants qui sont dans des maisons qui ne sont pas terminées, qui couchent dans le sable et qui n'ont pas à manger. Des enfants. Dañu romb nit ku tàggoog xelam ci mbedd ñu bàyyi ko noonu dem tëdd suñ kër dof ñu ba ko noonu prison yi ñu dajale fa nit ñi souffrance boobu ñuy teg ñi nga xam ne dañoo néew doole c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il faut que ñu xoolaat suñu bopp. Il faut que ñu xoolaat suñu bopp. Il faut que ñu xoolaat suñu bopp. Il y a beaucoup de choses qu'on doit changer dans ce pays. Beaucoup de choses. La politique, c'est d'abord responsabilité et solidarité. Mais en tout cas, écoutez, je pense que on a suffisamment discuté, échangé. Je pense avoir répondu à toutes ces questions que j'ai eues sur l'économie. Je n'ai pas d'autres questions. Je n'ai pas d'autres questions. Je ne pense pas que j'ai d'autres questions. Merci Adrien Thiam. Nous ne méritons pas les Sénégalais, j'aime bien dire. Malheureusement, j'ai du mal à lire les... Amadou Ba, il ne faut même pas parler de... Mais bon, écoute, Amadou Ba est juste à l'image du commandement. Hein, ça... Oui, c'est pour maintenir Moussa Koïta, c'est pour maintenir les Sénégalais à un niveau qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. C'est ça l'enjeu. Pourquoi le gouvernement ne se bat pas pour bien éduquer les jeunes? Inch'Allah, Hassan, je ferai le live sur le franc CFA. Et oui, vous savez, un politicien incompétent
a vraiment besoin de personnes de personnes qui ne sont pas suffisamment éduquées ni formées. Parce qu'il peut leur raconter tout et n'importe quoi. Il n'a pas besoin d'un peuple éduqué qui est conscient. Amadouba dit taxe parafiscale, les députés ne savent même pas ce que c'est que la parafiscalité. Alors qu'on est en train de leur dire que les produits avec lesquels vous vivez et qui sont importés vont coûter plus cher. C'est ce qu'Amadouba leur a dit. Mais comme Macky Sall, sa liste de députés, c'est une liste de personnes dont il s'est assuré que c'est des gens qui votent de manière vraiment électronique. Voilà. Donc il sait pertinemment qu'à l'Assemblée nationale, tout ce que les gens diront va passer. Tout simplement. Donc voilà, c'est pas compliqué, hein. L'économie, ça n'a rien de compliqué. C'est que des fois les gens aiment, merci beaucoup mon frère pour les explications très limpides. Non, en fait, il y a rien de compliqué en économie. Il n'y a rien de compliqué. Alors, 60%, c'est par rapport à quoi? Baïlahat, il dit les 60%.